sommes avec trois grandes dames, trois grandes figures du marketing et de la communication en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin, Oriane, Clémence et Olga. Donc, je vais laisser ces trois dames se présenter à vous. Oriane, tu as la parole. Merci Yolande, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment avec grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui ce soir. Vous nous avez mis la pression avec vos commentaires du début, mais bon, je sais que ce sera un beau moment de partage et d'échange. Donc, je suis Oriane Aboitier, épouse Canfrein. Je suis directrice marketing et communication chez Ecobank Côte d'Ivoire, où je suis donc depuis 4 ans et demi maintenant. Et avant ça, j'étais chez Unilever, où j'ai occupé différents postes successifs. Et voilà, c'est moi. Merci, Oriane. Donc, on va laisser Clémence se présenter aussi. Merci beaucoup, Yolande. Bonsoir à tous. Je suis Clémence Esther Afatouche, épouse à tout, togolaise. Je vis au Togo, naturellement. Je suis directeur adjoint du marketing chez Prudential Beneficial depuis bientôt une dizaine d'années. Voilà. Merci beaucoup, Yolande. Merci, Clémence. Et la parole est à Olga. Bonjour, je suis Akintina Olga. Je suis donc directrice chez Concerto West Africa, qui est un cabinet de relations publiques et d'affaires publiques. Auparavant, j'étais donc brand manager chez MTN Bénin. C'est vraiment avec grand plaisir que je suis là ce soir. Merci à Odilon. Ça fait 2 fois que j'interviens sur un panel. Autrefois, on faisait des choses physiques. On espère que bientôt, on aura la possibilité de refaire ça. Donc, hâte de partager et d'échanger avec chacun sur le sujet du jour. Merci. Eh bien, merci, mesdames, et merci d'ores et déjà pour tout ce que vous allez nous apprendre. Nous sommes avides. Nous sommes avides. Alors, beaucoup de marques ont récemment changé leur logo, couleur, etc. Certains en gardant le même nom et d'autres avec des noms complètement différents. Certains ont lancé de grosses campagnes de communication pour annoncer ce changement, d'autres rien du tout ou pratiquement rien. Alors, en tant qu'observateur et client, comment interprétez-vous ce mouvement qui a embrasé les entreprises et nos paysages graphiques en ces moments? Je vais commencer par Oriane. Merci Yolande, merci beaucoup. C'est un sujet qui est vraiment, intéressant. Et puis, on est en plein dedans, donc on va, je pense, au fur et à mesure, voir plusieurs exemples. Petit disclaimer peut-être avant de répondre. Je pense que comme beaucoup de sujets ou de termes marketing, il n'y a pas vraiment une ligne ou une définition exacte ou une ligne claire entre les différents concepts. Donc, il va y avoir plusieurs écoles. Selon moi, le rebranding comporte en fait plusieurs aspects. Et en fait, le rebranding, c'est quoi? C'est en fait le fait de changer un élément ou bien l'entièreté de l'identité d'une marque, à commencer par son logo. Et donc, il va y avoir une multitude de raisons pour lesquelles une entreprise, une institution décide de rebrander. Et à l'intérieur du rebranding, qui est ce changement-là, on peut avoir... donc, il va y avoir différents types de rebranding. Donc, on va avoir, par exemple, le simple brand refresh. Donc, ça fait 10 ans qu'on a la même identité. Voilà, comme quand on va chez le coiffeur, on veut rafraîchir un petit peu tout ça. Il va y avoir, par exemple, le brand reboot. Donc, si, par exemple, il y a, je ne sais pas moi, il y a 20 ans, on utilisait un certain nom, et il y a plein d'exemples, je pense qu'on va rentrer dedans tout à l'heure, on utilisait un certain nom, et puis avec l'évolution des mœurs, des valeurs, des tendances, on se rend compte qu'il y a des mots, par exemple, qui peuvent nous desservir. On va comme ça décider de faire un brand reboot et de un peu repenser tout ça. Il va y avoir ce qu'on appelle aussi la décorporation.
c'est une forme de rebranding qui consiste à séparer en fait la marque du nom de l'institution. Et ça aussi, il va y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on veut faire une décorporation. Ça peut être pour donner un aspect un peu plus personnel à cette marque. Ça peut être aussi pour se concentrer, par exemple, sur la valeur ajoutée pour le client, plutôt que de juste essayer de positionner la marque dans son environnement ou dans son champ d'activité. Et puis, va donc y avoir le fameux de-branding, où là aussi, il y a plusieurs écoles. Donc, pour certains, le de-branding, ça va être simplement simplifié, notamment le logo de la marque, ça va être le rendre plus simple, de manière à pouvoir l'appliquer plus facilement sur les différents supports qu'on connaît aujourd'hui. Ou bien, ça peut être ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le de-branding moderne, c'est-à-dire carrément de supprimer le nom du logo. Donc, j'ai essayé de faire court. Voilà un peu toutes les, pour moi, enfin, en tout cas, les plus grands types de rebranding qu'on peut rencontrer. Yolande, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu veux que je rentre un peu plus dans les détails? Est-ce que je laisse mes co-panélistes s'exprimer sur la question à ce stade? On va voir si Olga veut peut-être ajouter quelque chose. D'accord. Hein, Olga? Merci, Yolande. En fait, je pense que Oriane a réellement balayé toutes les raisons pour lesquelles on peut réellement se tourner vers un rebranding. C'est vraiment comme ça peut être autant pour des raisons conjoncturelles, pour le contexte, donc elle a un peu balayé ça. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être, là où je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est voir maintenant dans le process réellement comment ça peut se faire. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans un contexte de rebranding, il faut repartir et refaire éventuellement une étude de marché. Il faut revoir, définir exactement les objectifs. Ensuite, je pense que l'aspect workshop interne est très important parce que les premières personnes, les premiers clients, c'est le staff interne. Il faut absolument que le staff interne puisse adhérer à cette nouvelle vision, à ce nouveau projet. Il faut aussi, bien sûr, que l'externe puisse avoir leur ressenti, qu'on sache exactement est-ce que ça va fonctionner ou pas, qu'on puisse avoir ce ressenti-là. Donc, il y a ce workshop interne et externe qu'il faut vraiment faire pour retravailler le positionnement et être sûr qu'il y a une certaine adhésion. Ensuite, je pense qu'il y a clairement un plan, il faut mettre en place un plan stratégique. Parce que quand on est sur du rebranding, sur des marques groupes, par exemple, c'est costaud, c'est énorme. Donc, il faut un plan stratégique bien précis sur à quel moment chaque étape va se passer pour que ça puisse être déployé correctement. Ensuite, il faut forcément donc communiquer sur le branding. Donc, et ça à toutes les parties prenantes. On sait pertinemment aussi donc que ça va être difficile sur le lancement. Donc, il faut faire un lancement. Et le plus original, je pense, le mieux c'est. Donc, sur cette partie lancement, ça permet de pouvoir toucher toutes les sources et le plan RP compte énormément. Donc, la dernière étape pour moi qui est cruciale, c'est aussi être à l'écoute. Il y a certaines marques qui ont fait du rebranding, ça n'a pas fonctionné et ils sont retournés directement parce que le retour client n'a pas été positif et on peut arriver jusqu'à une perte de revenus. Parce que les risques aujourd'hui, je pense qu'il y a deux principaux risques quand on est dans une logique de rebranding. Le premier risque serait clairement le manque d'adhésion, autant interne qu'externe, premièrement. Et le deuxième qui serait donc catastrophique pour l'entreprise serait clairement la perte de revenus. Donc, aujourd'hui, c'est d'essayer réellement de suivre les étapes de ce rebranding-là pour pouvoir assurer une certaine cohérence dans le rebranding. J'ai voulu qu'on essaye de regarder l'exemple de Move Africa, donc qui, il y a encore 3-4 ans, était Move dans plusieurs pays et qui a switché, si ma mémoire est bonne, je pense qu'ils ont dû switcher,
Je n'ai pas l'année exacte, mais je pense que ça doit faire 2 ans. Et qu'est-ce qui a changé ici? On voit que les couleurs ont changé. On est passé de Move No Limit à Move Africa. Il y a eu donc le logo a changé, les couleurs ont changé, la signature aussi a changé. Donc, et l'idée ici était clairement de pouvoir, derrière, il y avait un changement de projet. Donc, l'histoire était différente, la vision était autre. Il fallait faire adopter la vision de Maroc Télécom et faire ressortir Maroc Télécom dans le visuel et surtout faire comprendre à chaque abonné Move qu'aujourd'hui, Move, c'est un groupe, ce n'est pas une entité unique, que tous les Moves qu'on retrouve dans chaque pays sont tous reliés et qui forment un groupe solide qui est donc Move Africa. Et ils sont arrivés avec une nouvelle signature qui est donc Un monde nouveau vous appelle. Donc aujourd'hui, quand j'essaye d'analyser comment leur rebranding s'est fait, je pense que sur l'exécution, le rebranding a été relativement bien fait. Donc, on a constaté un switch total donc sur tous les aspects visuels, hein, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur le terrain. Donc, les bâtiments ont changé. On a vu un switch même, et même sur le matériel de distribution, de vente, le plan d'exécution pour le Bénin, en tout cas, je ne peux parler que pour le Bénin, c'est là où j'ai principalement vu, c'est fait, c'est relativement bien fait sur leur exécution. Maintenant, le rebranding, comme on a vu aussi, apporte, ça ne se limite pas à des visuels ou à des textes ou à des changements de couleur. C'est beaucoup plus profond, à mon avis. Ça touche aussi la vision. Et c'est là où je pense que je n'ai pas forcément vu cet entrain chez Move où le slogan, c'était Un monde nouveau vous appelle. Je n'ai pas forcément vu de nouveauté. Donc, je pense qu'il y a une question sur est-ce que le rebranding, c'est juste quelque chose de visuel où on doit donc pousser plus loin à que ça aille jusqu'à la vision, jusqu'à respecter la promesse qui est faite sur le nouveau projet. Donc, voilà ma petite contribution sur la partie rebranding. Merci beaucoup, Olga. Donc, on a vu qu'il faut avoir un objectif, il faut suivre les différentes étapes clairement, rester à l'écoute et peut-être que le rebranding doit, au-delà de l'aspect visuel, porter une vision, porter une promesse. Peut-être que Clémence veut ajouter quelque chose à cette étape. Merci beaucoup, Yolande. Mes co-panélistes ont dit beaucoup. Ce que moi, je dirais, avant d'aborder même le rebranding, je parlerai de branding, non, de la marque du brand. Alors, je vais parler de la citation de Peter Montoya qui dit « Votre marque, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'idée claire, forte et positive qui vient à l'esprit des gens quand ils pensent à vous. » On parle de perception. C'est très important, je ne vais pas m'appesantir sur cette citation de Peter Montoya. Abordons le rebranding. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit simplement, comme Olga et Oriane l'ont dit, d'un processus par lequel l'entreprise tente de modifier la perception. Ça peut se faire par une mise à jour des détails relatifs à l'identité visuelle, etc. Et pourquoi nous devons rebrander? Aujourd'hui, la question se pose d'acuité. Pourquoi rebrander? Est-ce qu'il faudra rebrander pour rebrander? Non. Le rebranding se fait dans certains cas à la suite d'un audit de la marque par rapport aux nouvelles stratégies que l'entreprise s'est définie. Pour le cas de la société dans laquelle je travaille, par exemple, Prudential Beneficial, dans le cas d'une joint venture, avant, nous étions Beneficial, avant que Prudential ne fasse une prise de participation majoritaire dans notre actionnariat, on est devenu Prudential Beneficial. On a gardé les deux marques. Donc, tout dépend de la stratégie très claire, de l'objectif, de la vision que l'entreprise s'est fixée à terme. Donc, je ne vais pas me redire ce que Olga, Oriane ont dit. Tout dépend du why. Il y a Simone Sinek qui a dit dans son Golden Cycle, tout dépend du why. Pourquoi nous voulons rebrander? C'est très important.
Parce que quand l'entreprise se rend compte que le discours, il n'emballe plus personne, attention, il faudra dépoussiérer le discours. La promesse, si ça ne convainc plus le consommateur, il faudra absolument que l'entreprise travaille sur son image de marque. Donc, Olga, je dirais Olga, non, Yolande, pardon, je vais m'arrêter ici pour le moment. Merci beaucoup. Merci Clémence. Donc, tu as parlé un peu du pourquoi, mais comment une entreprise, à quel moment une entreprise dit, voilà, il est temps pour moi, au-delà, avant d'avoir fait une audit et tout, est-ce qu'il y a des indices, est-ce qu'il y a des éléments qui mettent la puce à l'oreille, qui signalent que c'est le moment de se rafraîchir, c'est le moment de se rebrander? Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux toujours continuer. Merci beaucoup, Oui. Yolande. Je dirais que ça peut être, par exemple, l'émergence de nouveaux buts ou objectifs stratégiques pour l'entreprise, l'expansion ou changement d'activité, le positionnement de la marque sur son marché. Et comme je l'ai dit tantôt, ça peut aussi provenir d'un audit de la marque. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si Olga voudrait rajouter quelque chose. Merci. Ce que je pense, c'est le moment en soi, dépendamment. Je pense on va plus, on pourra voir le moment peut-être pendant quand on va parler des branding, mais le moment peut être stratégique, le moment peut être une volonté stratégique, le moment peut être contextuel. On regarde un petit exemple, hein. C'était une forme de rebranding aussi pendant le Covid. MTN a adopté un visuel. On a rajouté on va dire une mini charte, une mini plateforme de marque spécialement pour le Covid avec une flamme, même la sonorité, le ton du jingle avait été modifié pour s'adapter au contexte. Donc, c'est quelque chose qui, dépendamment de l'objectif, c'est pour ça que Clémence a raison sur le why. Dépendamment de l'objectif, si c'est aujourd'hui une décision stratégique du groupe, qu'ils ont une nécessité de s'étendre, qu'ils ont une nécessité de toucher une autre cible, ou bien de s'adapter plus au contexte, là, suite à cela, on peut penser à une étape de rebranding. Mais il est clair qu'il faut analyser tous les contours et on revient à l'étape d'étude de marché et d'objectifs. Il faut analyser tous les contours avant de prendre cette décision qui peut être à risque pour l'entreprise. Est-ce que, par exemple, dans la vision stratégique, on peut inclure le nombre d'années, par exemple? Est-ce qu'une marque qui, après 10 ans, peut se dire, bon, moi, là, maintenant, j'ai 10 ans, ça fait 10 ans qu'on me voit avec la même image, je change. Ou alors, parce qu'il y a un nouveau concurrent qui a les mêmes couleurs, est-ce qu'une marque peut dire, bon, pour moi, ça suffit pour refaire un branding? En tant qu'expert, qu'est-ce que vous pensez? Je peux Oui. répondre, pas intervenir. Oriane. C'est Oriane? Oui, c'est Oriane. Comme plus personne ne met sa caméra, donc je n'ai pas mis la mienne non plus. Mais, je vais remettre la mienne pour motiver tout le monde. Bon, je remets la mienne aussi. Je pense que c'est une bonne question, mais Olga et en fait, on a un peu touché du doigt, hein. Tout dépend vraiment des objectifs stratégiques, à mon avis, de la marque en question. Ce qu'on peut-être on n'a pas mentionné, que moi j'aimerais ajouter aussi, c'est un peu le prolongement de ce que disait Olga. En fait, quand on a parlé du contexte, il y a aussi les plateformes qu'une marque utilise pour communiquer. Donc, par exemple, si c'est une marque qui a été créée il y a 50 ans, 60 ans, très vieille marque, qui communiquait sur des formats très statiques, sur certaines plateformes qui aujourd'hui ont beaucoup évolué, ça peut simplement être aussi une nécessité en fait de s'adapter
aux applications en fait, qui sont disponibles aujourd'hui. Quand je parle, enfin, aux plateformes qui sont disponibles aujourd'hui, qui sont à la disposition de la marque pour communiquer. Donc ça, c'était juste pour compléter en fait le volet contexte, nécessité qui force quelque part, qui oblige la marque à revisiter voilà, son logo, parfois jusqu'à même son identité. Si je peux rajouter quelque chose, Yolande, et je pense qu'en parlant de rebranding, on en parlait entre nous au début, c'est important de revenir sur la théorie même du branding. Pourquoi aujourd'hui il y a des marques en fait qui font du branding? L'essence même du branding, c'est de se démarquer, c'est de pouvoir ancrer la marque dans l'esprit du consommateur, se différencier. Donc, il y a vraiment un aspect qualitatif, donc, c'est pour ça que sur les KPI, c'est de la notoriété, c'est de l'attitude, c'est de l'image. Donc, il y a cette volonté de se différencier. Donc, à un moment, que ce soit en termes de contexte, en termes de stratégie, il est possible donc qu'une marque soit amenée à vouloir se rebrander. Et puis, bien sûr, il y a aussi les tendances. On va pas, une marque, enfin, c'est quelque chose de très visuel. C'est un logo, par exemple, qui est pour moi une des parties, une des composantes principales de l'identité d'une marque. Et on va, je pense que tu vas en parler tout à l'heure, Olga. Il y a forcément un aspect tendance. Donc, les trends, ça vient de tout un tas de choses, mais vous allez, si on regarde par exemple toutes les marques de créateurs dans l'industrie de la mode, ont un peu adopté le style de la petite robe noire, quoi, au bout d'un certain moment. Et depuis quelques années, on observe un peu tout ce qui est less is more. Donc là, en ce moment, c'est ça la tendance. Même si on est d'accord qu'en soi, les composantes essentielles d'un bon logo, c'est-à-dire que ce soit que ça traduise bien l'individualité ou bien l'identité propre de la marque. Il faut que ce soit scalable, il faut que tout ça, c'est intemporel. Un bon logo, il va toujours respecter, on va dire, certains critères, mais il va aussi être influencé par les tendances de l'industrie dans laquelle l'entreprise évolue, en fait. Et donc ça, on va le voir, je pense, un peu plus loin. Yolande, je te rends ton micro, je ne veux pas monopoliser la parole. Pardon, j'ai oublié qu'il était fermé. Donc, je demandais si Clémence voulait ajouter quelque chose. Sorry, j'étais sur mute. Je dirais que la stratégie de la marque n'est rien sans une stratégie d'entreprise très claire. Aujourd'hui, Olga parlait de se différencier. Tout est dans la perception que les consommateurs ont de la marque. Aujourd'hui, on parle de consumérisme. Le consommateur n'est plus passif, il est très actif, il interagit et quand il n'apprécie pas une marque, il le fait savoir tout de suite. Donc, les marques doivent travailler à créer de la valeur, à créer de la confiance, à créer ce lien-là invisible entre et les consommateurs et eux-mêmes. Je dirais que la marque doit, entre guillemets, guider même le choix du consommateur. C'est pour cela qu'on parle même du prix de marque. Il y a certains consommateurs qui sont prêts à payer un surcoût simplement parce qu'ils s'identifient plus à une marque plus qu'à une autre. Donc, c'est très important. Pour revenir un peu en arrière, parlons de à quel moment rebrander. Tout dépend de... Ça peut provenir d'une perte de réputation, par exemple. On n'a pas abordé ce volet, la perte de réputation, la marque n'est plus assez vue, sa notoriété n'est plus assez développée. Donc, les entreprises doivent tout faire pour avoir ce lien très étroit avec leurs consommateurs. Merci beaucoup, je vais m'arrêter là, Olga. Je dis toujours Olga. Yolande, pardon. Je dis toujours Olga. Yolande, désolée.
Tu peux m'appeler Olga, si tu veux. Ok, bah, Non, merci. non. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et Yolande, alors, si tu me le permets, oui, il y a une vas-y. intervention de Wilfried Anneau-Crément qui dit qu'il est encore en train de suivre le rebranding de Move. Il dit, je l'ai trouvé plutôt brutal dans la peau d'un consommateur. Je ne sais pas s'ils en ont fait une post-évaluation, mais j'avoue que je me demande si les consommateurs clients ont compris le pourquoi. Donc, voilà, donc, je te passe à tous les panélistes d'ailleurs, cet élément sur surtout l'exemple que Olga a donné. Je suis tout à fait d'accord avec Wilfried dans le sens où d'un point de vue d'une personne des telcos et d'un point de vue, et c'est pour ça que je parlais de l'exécution. Dans l'exécution de leur plan d'action, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais une fois de plus, comme on disait, comment est-ce que le public externe, comment le plan de com a été fait en fait pour le public externe? Comment la promesse, en fait, est-ce qu'ils ont réalisé cette promesse-là? Est-ce que les gens aujourd'hui ont vu la valeur ajoutée d'être sous Move Africa, la valeur ajoutée de la signature Un Monde Nouveau vous appelle? Moi, personnellement, c'est ce que je n'ai pas vu. C'est en fait ce changement que je n'ai pas vu et c'est pour ça que la partie relations publiques est aussi importante dans le branding. Il faut expliquer à tous les stakeholders pourquoi il y a ce changement. Et c'est des fois là où le bas blesse. Ok. Merci, Olga, pour cette intervention. Est-ce que une autre veut rajouter quelque chose, un commentaire par rapport à l'intervention des participants? C'est Oriane. Donc, effectivement, hein, Wilfried, ton commentaire est tellement à propos. Ça a été un choc, en fait. Un jour, on s'est levé, Move était vert et rouge, je crois, avec un peu de noir. Et puis, le lendemain, on se réveille. C'est devenu bleu avec du orange et du blanc. C'était très choquant. Moi, en tout cas, j'ai pas... Bon, je ne suis pas cliente Move, mais en tout cas, en tant que consommatrice, j'ai vu aucune transition. Et j'ai pas envie de... Bon, j'ai longtemps hésité avant de parler de ça, parce que c'est un de mes concurrents. Mais en opposition avec cette transition très brutale de Move, moi, j'aimerais quand même parler d'une banque ici en Côte d'Ivoire qui a, selon moi, eu un rebranding qui était vraiment très smooth. Donc, la banque a été rachetée et ils ont vraiment fait leur transition de manière à ce qu'aujourd'hui, tout le monde sache que c'est la même institution qui a simplement changé de marque parce que ça s'est fait étape par étape. Pourtant, à la base, c'était deux logos, deux identités qui étaient complètement différentes, mais ils l'ont fait de manière, selon moi en tout cas, suffisamment progressive pour qu'on s'y habitue en fait et que ça passe bon, comme une lettre à la poste presque, quoi. Alors que vraiment, ce que nous ont fait cet opérateur de téléphonie mobile, c'était un peu brutal. Parce que je pense que la banque a tout intérêt à avoir un mouvement très swift parce que c'est quand même du financier, c'est du monétaire. Il y a vraiment un aspect trust, crédibilité qui est capital. Si aujourd'hui une banque change du tout au tout, je pense que c'est encore pire C'est pire. qu'un telco, je C'est pense. pire qu'un opérateur de téléphonie, mais il ne faut pas qu'on oublie que maintenant, même les opérateurs de téléphonie deviennent, font des, tu vois, proposent des services Les services à valeur bancaires, ajoutée, dont des services financiers. Donc, tout à pour fait. moi, je comprends ce que tu dis, mais c'était vraiment très choquant, quoi. Mhm, mhm. Ça revient au process, ça revient aux étapes de comment faire ce branding-là. Ça revient au process, étape de com. Donc, communiquer en externe. Comment communiquer en externe? Est-ce que c'est progressif? C'est définitivement, il faut qu'il y ait une transition assez smooth.
Yolande, je crois qu'on a, on a plusieurs mains qui sont levées. Alors, Odilon, est-ce qu'on passe aux questions-réponses en même temps ou on finit d'abord? Oui, sur cette partie du rebranding, je pense qu'on peut prendre quelques questions. Ton micro est fermé, Yolande. Très bien. Odilon, est-ce que tu peux nous aider à lire les questions? Non, c'est des personnes qui ont les mains levées, en fait. Ah, d'accord. Et Yvan. Je cherchais les questions. Très bien. Qui c'est qui a la main levée, qui voudrait intervenir? Là, moi, je lève la main aussi. Il y a Franck Quadio. Bon, allez-y alors. Franck, je les vois maintenant. OK. Alors, Franck, Ok, voilà, vous avez la parole. c'est ça. En fait, je voudrais poser une question concernant l'approche tous du rebranding ou alors l'approche qu'on appelait Android brutal. Est-ce qu'en réalité, elle n'est pas liée au style de communication de l'entreprise ou de la marque? Parce que pour avoir connu Move, pour y avoir travaillé, Move a toujours été brutal dans ses communications. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ou bien même à son lancement, Move a toujours été brutal. Est-ce que ce n'est pas le style de communication qui le demande ou le choix qu'ils ont fait depuis le début, plutôt que d'aller doucement, alors qu'ils sont tous dans le mouvement. En fait, ça rentre un peu dans l'appellation même de la marque. Donc, je pose la question, est-ce que ce n'est pas ce style de communication-là qui est impacté, ou alors c'est vraiment qu'ils n'ont pas pensé à le faire tout doucement? Non, je ne sais pas si on aura la réponse sur ce webinaire. Peut-être qu'il y a quelqu'un de vous qui va répondre. À mon sens, quand une stratégie choquante est mise en place à dessein, à mon sens, hein, ça se sait. Ça se sait parce qu'il joue sur certains autres canaux. Il y a une certaine interaction qui se crée avec le public quand c'est à dessein. Donc, si c'était ça, et vraiment, désolé s'il y a quelqu'un de vous sur ce call, ça ne va pas être un bon moment pour lui, mais pour moi, si c'était à dessein, il y a quelque chose qui a manqué, en fait. Mais en tout cas, je suis obligée de te l'accorder, Franck, c'est sûr que ça s'est remarqué. C'est sûr que ça s'est vu parce qu'effectivement, juste à leur bâtiment, comme disait Olga tout à l'heure, ça a changé. Mais je parierais pas mon salaire, en tout cas, que c'était à dessein, quoi. D'accord. S'il y a quelqu'un de Move qui a des chiffres, parce que ça fait déjà plus d'1 an, donc il y a sûrement eu un BHT, un brand health tracker somewhere ou un top of mind on a dû voir en tout cas si s'est passé quelque chose en termes en tout cas de reconnaissance de tout ce qui est produit. Mais pour la petite histoire, par exemple, au Bénin, quand ils ont changé, la couleur bleue a beaucoup fait penser à un ancien opérateur qui avait un peu filé à l'anglaise avec des crédits. Donc, au début, si ma mémoire est bonne, même les POS avaient un peu de mal à vouloir prendre les couleurs bleues, par exemple. Donc, après, je pense que suite à beaucoup d'efforts, finalement, ça s'est passé. Mais c'est des points aussi à ne pas négliger quand on fait du rebranding surtout groupe et dans plusieurs pays, comment ça va se passer localement aussi. C'est un point important que les marques aussi peuvent prendre en compte. Merci Franck pour ton point. Il y a plusieurs mains levées. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent contribuer. Peut-être qu'on Il y a Gilles, un ancien de Move. Hein. Voilà. Gilles Chapa. Oui, bonsoir Odilon, bonsoir à tous. Alors, bon, moi je pense honnêtement que le rebranding, en tout cas le dernier de Move, hein, a été mal pensé. C'est-à-dire que déjà, je pense que si je me trompe, c'est Olga qui l'a dit tout à l'heure, tout ce qui concerne la partie, la promesse, je ne pense pas que la promesse ait été tenue. En tout cas, moi, quand je fais une analyse sur le Bénin et le Togo, un monde nouveau vous attend. Et je ne pense pas que quelque chose ait changé depuis leur rebranding jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans la façon de communiquer, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans le service, ou que ce soit dans ce qu'ils ont apporté. Donc, il n'y a rien de nouveau, en fait. Et donc, déjà, ça, pour une marque, ça a un impact assez négatif.
Parce que lorsque vous êtes lorsque vous rebrandez, c'est pour du nouveau. Lorsque vous commencez à faire un rebranding, je pense que les premières questions que le client se pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous apporter à nouveau? Ils s'attendent à voir quelque chose comme le lit de wow. Et donc, pour moi, en tout cas, quand je regarde avec les infos que j'ai et ce que je vois, je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment un grand changement. Et j'ai même l'impression, quand je regarde le cas du Togo, qu'il communique moins. C'est-à-dire qu'on a du jour au lendemain un rebranding, un nom qui change. Et depuis un an, moi, je continue de voir les mêmes visuels. Rien n'a changé jusque-là. Et donc, quand on fait du rebranding pour laisser un visuel ou des affiches en ville depuis plus d'un an et qu'il n'y ait pas de changement, je ne pense pas que ce soit la chose la plus intéressante pour une marque. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont en train de détruire la marque de plus en plus. Ce que je pourrais ajouter aussi dans le cas de ce rebranding, je pense qu'il y a un ami tout à l'heure qui a parlé du style de communication de Move dès le départ. Je ne dirais pas un style brutal, mais je dirais plutôt un style décalé. C'est-à-dire que Move, effectivement, dans sa communication, à un moment donné, toujours, surtout au début, a choqué parce qu'ils sont venus dans un nouveau style de communication qui a choqué un certain nombre de personnes dès le départ. Brutal, non. Donc, je parlerai plutôt d'un style décalé. Et on remarque que de plus en plus, en tout cas avec les différents changements, en passant par Etisalat, qui était la maison mère à un moment donné, et à Maroc Télécom, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que depuis que Maroc Télécom est là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Et que aujourd'hui, on remarque, Maroc Télécom est une entreprise publique. Et lorsque vous avez une entreprise publique qui vient prendre des sociétés privées, en tout cas, moi, j'y étais à un moment donné en interne. Ce n'était pas du tout la joie parce qu'à un moment donné, on vous imposait, on vous demandait de faire des choses que vous aviez déjà expérimentées il y a 2 ans, 3 ans. Et donc, il y a l'ensemble de ces aspects-là. Pour moi, Maroc Télécom, avec Move Africa, avec les nouvelles couleurs, avec leurs couleurs actuellement, ils ont voulu d'une façon ou d'une autre marquer leur présence pour que les gens comprennent que d'une façon ou d'une autre, que voilà, il fallait que c'est Maroc Télécom aujourd'hui qui est d'une façon ou d'une autre la maison mère. Sinon, changer de Move à Move Africa, changer le tagline No Limit qui avait quand même une histoire à raconter avec ce que nous avons aujourd'hui. Moi, par expérience et particulièrement, je ne pense pas qu'on ait pu avoir quelque chose de nouveau. Quand je rejoins maintenant le point en termes de commentaires hein, par rapport au changement, au rebranding que nous avons aujourd'hui, qui aujourd'hui, comme on l'a dit, hein, beaucoup de structures comme MTN qui se repositionnent d'une façon ou d'une autre, donc qui au début était une entreprise orientée télécommunication, mais aujourd'hui, l'orientation est beaucoup plus technologique. Et donc, on sent quand même, en tout cas, quand je fais une analyse de ce que MTN a fait avec leur nouveau rebranding, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau et qu'ils ont une histoire à raconter. Parce qu'ils viennent avec un nouveau concept où on te dit à chaque fois, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons de nouveau? Donc, ils apportent, vous sentez d'une façon ou d'une autre que MTN aujourd'hui est en train de raconter une histoire. On va continuer à analyser pour voir jusqu'à quel niveau ça va, ce style va aller. Et quand toujours quand je pousse l'analyse un peu plus loin par rapport à MTN, je dirais que un peu comme, je pense que c'est, alors je ne sais pas plus qui a dit, qui a parlé donc du logo, du changement de logo, des orientations du logo qui est affecté d'une façon ou d'une autre par l'industrie, mais aussi par l'environnement. Par l'environnement, par les différentes orientations que nous avons aujourd'hui. La modification aujourd'hui du logo de MTN est orientée beaucoup plus vers l'environnement et tout. Et on sait combien de fois qu'au niveau international, l'environnement aujourd'hui reste quand même quelque chose d'important. L'ensemble de ces éléments permettent d'une façon ou d'une autre à ces différentes entreprises-là de pouvoir, à la limite, se mettre à jour
Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire, se mettre à jour, être beaucoup plus proche du consommateur parce qu'aujourd'hui, l'environnement aujourd'hui est un élément assez important pour la population que nous sommes. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne, c'est quelque chose que nous vivons tous les jours avec tout ce qu'il y a comme changement climatique. Et ces entreprises, là, surtout les grands groupes aujourd'hui, ont besoin de faire ressentir à nos clients que nous sommes d'une façon ou d'une autre pris en compte. Parce qu'ils veulent toujours qu'on parle d'eux, pour que ce soit des entreprises au-delà du fait qu'ils sont dans leur domaine d'activité, mais ils se soucient aussi du consommateur, de l'environnement dans lequel nous avons. Voilà en fait quelques commentaires que moi je peux apporter par rapport donc, à tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Et j'avoue que c'est très enrichissant et je remercie vraiment les panélistes pour les différentes informations passées. Merci, Gilles Chaffa, pour cet apport très intéressant. Je vais vous lire quelques commentaires là, dans le feed avant de passer à la prochaine main levée. Il y a Hervé Doumouya qui a écrit « Un monde nouveau avec un sportif du passé ». J'avoue que ce fut un choc aussi. Bon, il se moque un peu. Et Jean-Christophe Baudat qui dit « Comment savoir qu'un rebranding est réussi ?» Alors, chers panélistes, comment savoir qu'un rebranding est réussi? Si je peux répondre à Christophe, pour moi, un rebranding qui est réussi, c'est quand les clients y adhèrent. Et ouais. Après, tout se mesure. Hein. Après, ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, on a la capacité, on a des KPI qui peuvent nous permettre de mesurer l'adhésion. Donc, je pense que le premier point, c'est quand les clients y adhèrent. Ça se mesure, ça, je pense, sur tout ce qui est notoriété, sur aussi la santé de la marque, des choses qui peuvent se mesurer, je pense, après 6 mois à 12 mois, qui peuvent, on va quand même dire 1 an, qui peuvent se mesurer. Donc, pour moi, le rebranding qui est vraiment réussi, c'est à minima quand les clients y adhèrent. Et une réussite totale, c'est aussi quand les chiffres, bien sûr, le démontrent aussi. C'est important, les chiffres. Hein. Oriane veut peut-être ajouter quelque chose. En fait, Olga vient juste de dire, moi j'allais compléter en disant, franchement, c'est les chiffres. Donc, au bout d'un certain temps, et je pense qu'elle a donné le délai raisonnable, bien sûr, en fonction de l'industrie, 6 mois, 1 an, c'est des choses qui se mesurent. Et puis, on peut faire aussi, je pense, des études beaucoup plus spécifiques qui portent vraiment sur voilà, l'opinion, enfin, quelle est l'opinion que le consommateur se fait finalement de ce rebranding. Si c'est vraiment quelque chose que l'entreprise veut mesurer, c'est aussi possible de mesurer. Mais le responsable marketing ou bien le patron de l'entreprise peut trouver ça génial. Si ses clients n'y adhèrent pas, on ne peut pas considérer que c'est réussi. Oui. Et Clémence, tu veux compléter aussi? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Yolande. Je dirais qu'en matière de branding, il y a des erreurs qu'il faudra éviter. On vient de parler de Move. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Je ne connais pas Move. Mais je dirais que sur le marché du Togo, qu'est-ce qui a changé? C'est la question que je me pose. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce qui a changé par rapport à Move, devenu Move Africa. Donc, je vais refermer cette parenthèse. Je dirais qu'en matière de rebranding, les erreurs, c'est le consommateur. Est-ce que le consommateur comprend ce qu'on veut faire? Est-ce que ça lui apporte de la valeur ajoutée? Pourquoi on veut rebrander? C'est très important. Du moment où le consommateur ne comprend pas l'objectif, l'essence, on ne pourra pas s'attendre à des résultats meilleurs. Donc, comme Olga, Oriane l'ont dit, les chiffres, c'est très important. L'équipe marketing peut dessiner une très bonne stratégie, l'appliquer, rebrander, etc. Mais si les chiffres ne suivent pas, je ne suis pas sûre que les actionnaires seront contents. Donc, la stratégie déployée, c'est de satisfaire nos consommateurs, bien sûr, mais derrière, il faudrait que ça nous permette d'avoir des parts de marché.
et de pouvoir augmenter aussi notre rentabilité sur nos marchés. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, Clémence. Oui, oui, oui. Sur Clémence, est-ce que tu penses aujourd'hui que le rebranding de Prudential BeLife a fonctionné au Togo? Oui. Oui, ça a fonctionné au départ. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On fait des surveys. On fait des surveys, on envoie des messages aux clients. Par exemple, on peut prendre toute la base, 10 000 clients ou 20 000 clients, on envoie des messages et derrière, quand on a le retour, on traite, on a des objectifs qu'on appelle chez nous CSAT. Donc, ça nous permet de savoir ce que les clients pensent de nous, véritablement. Est-ce que ça a changé? Oui. Ça a véritablement changé. Pourquoi? Parce qu'on a un acteur de taille qui est derrière nous, Prudential, qui a indemnisé les 2 guerres mondiales, qui a indemnisé Titanic. Donc, le discours a changé, la promesse a changé. On est avec Prudential beaucoup plus solide. Donc, oui, ça a changé. Je dirais que c'est positif. Merci, Olga. Donc, Prudential va pour la prochaine guerre mondiale. Russie-Ukraine a commencé. Espérons que ça n'ira pas en 3e guerre mondiale. On va croiser les doigts. Super. Juste, te voulais quelques petites minutes, Yolande, pour faire intervenir Seydina qui est au Sénégal. En parenthèse, on est en train d'ouvrir le club marketing au Sénégal à Dakar. J'y suis actuellement. Et Seydina est l'un de nos leaders. Et ce serait intéressant, juste quelques petites secondes, minutes, pour qu'il intervienne. Seydina? Merci beaucoup, Dion. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, je salue la pertinence des interventions. Et très vite, hein, je vais en ramasser par rapport au branding, rebranding et tout. Il faut juste savoir que le rebranding, souvent, est dicté par 2 choses, le cycle de vie de la marque et le capital marque, parce que la marque se comporte comme un être humain. Ce qui fait que le cycle de vie ou le capital dicte, en fait, en termes d'objectifs, soit de rafraîchir, soit de rajeunir, soit de rompre ou de continuer avec la marque. Et par conséquent, en fait, les indicateurs de réussite, en fait, d'un rebranding passent par 3 leviers. La vitesse du rebranding, la profondeur du rebranding et la nature du rebranding. Et ces 3 leviers-là sont des leviers sur lesquels on agit selon maintenant les éléments du marché. Et ces éléments du marché ont comme biais, par exemple, l'ancrage de la marque, l'agrément qu'on a par rapport à la marque et l'attribution par rapport à la marque. Ce qui fait qu'après le branding, hein, si on a joué sur les 3 leviers, on va venir sur les KPI qui vont être la méthode ABC. A pour dire attention, est-ce que le rebranding attire l'attention globalement, pour dire l'adhésion globalement? Est-ce que le rebranding reflète le branding, c'est-à-dire l'ADN même de la marque qui était là avant, si c'est le cas d'une rupture? Mais si c'est le cas d'un rafraîchissement ou d'un rajeunissement, le problème ne se pose pas, ou dans le cas d'une continuité. C'est le cas d'une rupture où on mesure l'élément B et le 4e élément, c'est le C, c'est est-ce que le rebranding reflète en termes de communication des éléments de valeur du pays ou de la zone ou du continent ou de l'univers global dans lequel se fait le rebranding. Ce qui fait que très souvent, on prend des tendances à la mode pour refléter cet indicateur C qui est le 3e indicateur. Donc, les indicateurs sont le A, B et C, qui sont les leviers sur lesquels on mesure en fait le rebranding au niveau communication, sachant qu'il y a plusieurs niveaux d'indicateurs. Là, je vous donne là, ce sont les indicateurs en communication quand il s'agit de rebranding. Ça ne va pas être les mêmes pour le marketeur, ça ne va pas être effectivement les mêmes pour le commercial. Bon, voilà un peu, hein, je voulais contribuer, sachant que j'ai bien apprécié vos interventions qui sont top, top, quoi. Merci à tous. Merci beaucoup. Tout le monde a disparu. Merci, Yolande. Donc, je te retourne ta parole, hein, je te retourne ta modération et on peut passer à la prochaine étape. Et puis, on peut prendre la deuxième vague d'intervention des participants juste après la deuxième partie.
Ok, d'accord. En fait, il y a juste un test ici, un message ici que j'aimerais lire, si tu Et il veux y a bien. encore des mains levées. Hein. Il y a encore des mains levées, oui, j'ai vu Oui, ça. oui, Et Oriane, on pourra les prendre donc, peut-être après le... Après la deuxième vague. Ok. Exactement. donc, il y a un spectateur anonyme qui a écrit: j'ai un client qui se plaint de ne plus vendre ses services, mais quand on fait les enquêtes, il est connu, mais ceux qui l'essaient, paradoxalement, ne sont pas prêts à le recommander alors qu'ils sont conscients que le service est bon. A-t-il besoin de rebranding? Comment le convaincre qu'il doit rebrander sa marque? Après ça, on va continuer dans les discussions. Yolande, Oui. excuse-moi, tu peux bien répéter la question, s'il te plaît? Alors, elle est un peu longue. Il raconte: j'ai un client qui se plaint de ne plus vendre ses services, mais quand on fait les enquêtes, il est connu. Mais ceux qui l'essaient, paradoxalement, ne sont pas prêts à le recommander, alors qu'ils sont conscients que le service est bon. A-t-il besoin de rebranding? On Comment parle le ici de convaincre? qui? C'est forcément une agence, alors? Voilà, celui qui parle est forcément un consultant. Et il a un client qui se plaint de ne plus vendre alors que il est connu et son produit est bon. Est-ce qu'il faut lui proposer de rafraîchir sa marque? Et comment le Bon, convaincre? C'est la question qui est posée. Est-ce que vous voulez vous essayer? d'accord. Bon, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse exacte et je ne suis pas une agence, mais quand je lis, en tout cas au regard des éléments qui ont été partagés, ma première approche, ce serait certainement pas le rebranding. Donc, dans son message, effectivement, il dit que la marque est connue, mais il ne dit pas si... Enfin, à mon avis, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour dire qu'il faut aller vers du rebranding. Moi, quand je lis ça, ce à quoi je pense, c'est s'ils ne sont pas prêts à recommander, mais que le service est bon, peut-être que simplement le prix, par exemple, n'est pas adéquat. Bon, après, il ne dit pas aussi l'industrie, mais il peut y avoir tout un tas d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Et moi, je pense premièrement au prix, deuxièmement, et ça dépend de l'industrie, mais ça peut être le service après-vente, ça peut être les conditions d'accueil des clients, etc. C'est d'abord à ces choses-là que moi, je penserais avant même le rebranding, quoi. Je ne sais Oui. pas ce que pensent mes copanélistes, mais voilà, ce serait peut-être intéressant d'avoir leur point. Alors, je peux parler? C'est Odilon? Allô? Oui, c'est Oui, Odilon? Yvan? Non, Non, c'est c'est Yvan, Yvan. c'est Yvan. Oui, Yvan. Oui, bonsoir à tout le monde. Je vous ai écouté. C'est vrai que j'ai pris le speech de cours. Je me Tu as fait présente, je quoi suis pour Yvan, je suis Yvan Banjoun. Je suis directeur commercial de Les Bagnoles au Bénin. Donc, je voulais juste parler par rapport au cas déjà de tout de suite. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vrai. Il n'a pas besoin. Je ne pense pas aussi que son client ait besoin de rebranding. Je pense que c'est le cas typique d'une entreprise qui a de bonnes compétences, qui fournit de bons services, mais pour rendre ce service-là, c'est la croix et la bannière. Ils font chier les clients. Donc, je pense deux choses. Soit la personne est peu recommandable dans ses pratiques aussi. Peut-être que l'abondance de la demande fait en sorte qu'on ne considère pas la place du client comme étant le cœur de leur activité, ce qui fait qu'il y a un mauvais traitement du client à la base et aussi peut-être un mauvais traitement du client dans le service après-vente. Donc, pour moi, je pense que le client a besoin juste de revoir sa stratégie commerciale et de reconsidérer le client au cœur de son activité. Donc, il faut qu'il définisse une bonne organisation pour pouvoir reconquérir ces clients perdus-là. Donc, voilà, c'est un peu ça pour ce point-là. Maintenant, pour le rebranding, ce que je voulais dire, c'est que je pense que le rebranding entre pour une société dans ce qu'on appelle des changements structurels. Pour le cas de Move, comme ça a été dit tout à l'heure, je pense qu'il y a
un problème au niveau du top management. Ceux qui arrivent peut-être n'ont pas forcément la philosophie ou bien l'expérience même du marché dans lequel ils viennent exercer, et ça peut poser un problème. Parce que le rebranding, comme je disais, c'est dans le changement structurel. Et quand on parle de changement dans une entreprise, le changement, si le top management ne sollicite pas, comme on a dit tout à l'heure, les stakeholders, toutes les parties prenantes, les employés au plus bas de l'échelle pour impulser ce changement, pour impulser ce rebranding, il y aura des casses, il y aura un échec. Parce que ceux-mêmes, on vient avec un produit, avec un rebranding, boum, on vous le plaque, sans même intégrer tout le personnel, sans même communiquer au sein du groupe, au sein des équipes, pour voir quelle est la stratégie la mieux adaptée, ou bien quelles sont les propositions tenues compte des uns et des autres. On a ce genre de casse où on fait un rebranding et puis derrière, il n'y a pas les moyens qui suivent pour mener une campagne. Parce que pour moi, faire un rebranding, ça s'accompagne d'une campagne qui doit être une campagne d'appel. C'est-à-dire, derrière un rebranding, on doit venir avec un produit qui va rassembler davantage les clients autour de ce produit-là et on en profite pour faire du chiffre d'affaires, pour communiquer et pour solliciter une adhésion massive de sa clientèle. Et c'est comme ça qu'on réussit ce projet-là, tout en réalisant aussi son chiffre d'affaires. Pour le cas de Move avec le rebranding, on a vu ici à Cotonou Barbecue ce que ça a donné. Vers la fin, c'est vrai, il y a eu du monde, mais parce que le monde qui est venu à Cotonou Barbecue, c'est parce que les salaires étaient passés. Mais en réalité, les Cotonouais, ils n'avaient pas au départ adhéré au projet et les prix avaient doublé sans justificatif. Les prestations n'étaient pas terribles, je vais dire ça comme ça. Moi, j'ai été pendant 3 jours, 4 jours, j'ai été là-bas. Les prestations n'étaient pas terribles. Même le show, il y avait des coupures d'électricité à chaque fois quand on faisait le show. Donc, ça cassait un peu l'ambiance dès que ça prenait. Donc, il y a tout ça qu'il fallait travailler à l'avance. Moi, j'ai vu les équipes de Move n'étaient pas solidaires. Il y avait beaucoup de discordances, de difficultés à communiquer. Même pour ceux qui venaient vendre des produits, ils n'avaient pas la maîtrise. Pour les tricycles qui étaient exposés, moi j'ai fait des remarques à mes amis de Move. Voilà, vous faites un événement, celui qui doit vendre les cadres qui est dans le tricycle, il est dehors. Le tricycle est allumé, il n'y a personne. Donc le passant qui veut un service de Move, voit que le box est allumé, la boutique est ouverte, mais il n'y a personne dedans. Le mec, il est assis dehors. Il est assis par terre et enfin sur une chaise dehors, hors de la boutique. Donc, on voit qu'il est absent. Il n'y a personne pour recadrer ça. Donc, il y avait une sorte de laisser-aller parce que je pense, à mon avis, le personnel n'avait pas adhéré à ce rebranding-là. Tout le personnel n'avait pas été sollicité pour participer à ce rebranding-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Yvan, pour cet apport. Le sujet est passionnant, on voit bien, les débats sont intéressants. Je vois Modeste Kouassi qui peut peut-être dire quelque chose sur Mood rapidement et après on va avancer parce que le temps file quand même. Donc, Modeste, je vois que tu es connecté. Et qu'est-ce que tu veux rajouter? On est à l'écoute. Modeste voulait partager quelque chose avec nous. Bon, si Modeste n'est pas là, on va peut-être continuer. Et Olga, Oriane et Clémence, est-ce que vous pouvez réactiver vos caméras qu'on vous voit? Vous nous manquez. Oui, d'accord. Donc, on va continuer sur les sujets qui ont été prévus. On entend de plus en plus parler de debranding. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement et pourquoi cette Maxi lance le debranding? Oriane? Mon micro n'est pas fermé, hein. Je crois que tout le monde m'entend. Oui, pardon, mon micro était fermé. Effectivement, donc j'ai un peu touché du doigt très rapidement
tout à l'heure la notion de de-branding. Donc, comme je disais, il y a deux écoles. Certains considèrent que la modification du logo, la simplification du logo, c'est du de-branding. D'autres considèrent que non, le de-branding, c'est véritablement quand on enlève le nom de la marque du logo. Bon. Chacun peut se faire son appréciation et on verra tout à l'heure dans les échanges peut-être ce que chacun pense. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles les marques s'y mettent. Donc, la première, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la simplification. Donc, il peut y avoir différents cas. Mais quand je parle de simplification, ça permet en fait, d'une part, d'être plus agile quant à l'utilisation, par exemple, si on prend le logo, quant à l'utilisation d'un logo sur les différents supports dont on dispose aujourd'hui. Il y a 10 ans ou il y a peut-être 15 ans, il n'y avait pas tout ce qui est application mobile. Aujourd'hui, on demande que ton logo tienne dans un carré légèrement arrondi. Enfin, voilà, il y a différents supports aujourd'hui qui nécessitent parfois que le logo soit plus simple, plus facilement exploitable, plus agile, plus fluide. Donc, le fait de procéder à un de-branding va faciliter en fait l'utilisation de ce logo. Pour certains acteurs, notamment qui sont dans le gaming, par exemple, dans l'audiovisuel, ils vont aussi simplifier pour faciliter l'utilisation dans certains contextes, avec de l'animation, des choses comme ça, pour pas que le logo soit trop lourd. Il y a aussi le cas, par exemple, où le de-branding va permettre en fait à une marque d'être plus universelle. Donc, je vais prendre le cas d'une marque dont je ne me suis pas forcément posée sur des marques très africaines, mais l'exemple le plus flagrant, moi, qui me vient à l'esprit quand on parle de de-branding, c'est clairement Starbucks. Donc, en 2010-2011, Starbucks a enlevé le nom Starbucks de son logo. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que donc 11 ans plus tard, même les enfants, les gens qui ne savent pas lire, quand ils voient Mélusine, là, leur sirène à deux queues, qui est d'ailleurs un logo très bizarre. Mais enfin bref, quand on voit Mélusine, on sait que c'est Starbucks. On n'a pas besoin de voir écrit Starbucks. Et ça leur a permis plein de choses, en fait. Aujourd'hui, quand ils acquièrent de nouvelles, par exemple, de nouvelles entreprises ou quoi, ils n'ont pas besoin de changer ou de donner de mettre le logo en fait sur leurs activités. Tout le monde sait que c'est Starbucks parce qu'ils ont construit une équité aujourd'hui qui leur permet de faire ça. Je ne sais pas si Olga est revenue du coup, parce que je crois qu'elle voulait compléter. Ou est-ce que je continue? C'est comme tu sens. Je ne vois pas en fait si elle est là ou pas. Elle est là, Olga est là. Je suis là. D'accord. Donc, Olga, je te laisse. Je sais que c'est ton sujet de prédilection, donc je te laisse. Non, même pas. Non, c'est intéressant ce que tu as dit sur, en prenant l'exemple de Starbucks. Il y a beaucoup, je pense qu'aujourd'hui, le concept de branding, et je pense même que les agences seraient plus que excitées sur le concept parce que ça ramène à un concept très minimaliste. Less is more. Aujourd'hui, on voit qu'il y a juste trop d'informations en termes de publicité. On veut essayer d'épurer au maximum, épurer à tout prix, retirer le surplus. Mais la grande question, en fait, qui se pose quand même, c'est est-ce qu'une marque qui n'a pas de notoriété peut se permettre de faire ça? Aujourd'hui, on connaît Starbucks. Donc, il faut faire attention sur pouvoir réduire, en fait, pouvoir enlever le nom de la marque. Il faudrait déjà que ce soit une marque qui ait quand même un certain passif en termes de notoriété. Je pense que, comment il s'appelle? Odilon, tu peux projeter peut-être, s'il te plaît? Ou bien, je pense que c'est déjà là, c'est juste moi qui suis dessus, ok. Voilà. Ici, par exemple, on a le logo de quelques marques. Je pense qu'on reconnaît facilement. Je me suis amusée à
à débrander le logo de Avis Plus? La grande question aujourd'hui, c'est est-ce que si on le sort aujourd'hui comme ça, est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que les gens vont savoir que c'est Avis Plus? Contrairement je suis persuadée que la plupart de l'audience aujourd'hui, sur les 6 logos qui sont là, bon, ils les connaissent tous parce qu'on est... Mais pour une personne alpha, est-ce que le logo, il reconnaîtrait peut-être tout sauf le logo de Avis Plus? Donc, c'est une grande question. Oui, moi, je reconnais tout. Hein. Sauf les membres du Il y club. il y a Orange, Orange, BMW, Total Energy, Google Maps. Voilà. Et il y a Coca-Cola, un exemple très Il y a intéressant. Coca-Cola, oui. Voilà, qui a enlevé son nom et qui a remplacé le nom par le nom de la marque par le nom des personnes. Donc, C'est ça. donc on comprend aujourd'hui. Tu peux passer sur le slide d'après, s'il te plaît? Voilà. Il faut savoir que c'est juste des images de mise en situation. Hein. Ce n'est pas réel. Donc, on voit par exemple sur... S'il te plaît, oui. s'il te plaît, je ne voudrais pas te couper. Permets-moi de te couper juste pour prendre un exemple clair de ce qu'on a dit tout à l'heure dans le rebranding. Coca-Cola. Donc, c'est Coca-Cola fait du débranding, mais il y a aussi du rebranding là-dedans parce que vous voyez, le cœur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour amener le consommateur à s'identifier à son produit, il enlève sa marque, il met les noms des gens. Donc, seulement ça va attirer. Vous voyez un peu, c'est ce que je voulais dire simplement. Merci. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Yvan. Donc, clairement, et je pense qu'aujourd'hui, pour les créas, c'est une mini-révolution. On va sur vraiment, quand on regarde du premier packaging jusqu'au dernier, il ne reste plus qu'à enlever du Rex au milieu. Et en fait, c'est un peu ce que Oriane disait aussi. Est-ce qu'il s'agit d'enlever le nom ou est-ce qu'il s'agit de réduire des éléments sur la charte graphique? Donc, il y a aussi, il y a donc aussi un peu ce petit bémol-là. Je ne sais pas si Clémence veut rajouter quelque chose avant qu'on aille sur le case study peut-être. Merci beaucoup, Olga. Je crois que aussi bien Oriane que toi, vous avez très bien développé ce que c'est que le debranding. Qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport au debranding? On part sur des principes beaucoup plus minimalistes. Et Oriane a donné l'exemple de Starbucks. Aujourd'hui, c'est la sirène. Hein. Les marques, est-ce que je dirais, se décorporatisent. C'est aujourd'hui le logo sans les mots pour les grandes marques. Mais attention pour les petites marques parce que eux, ils ont une certaine notoriété qui leur permet d'être reconnus parmi tant d'autres. Est-ce que une jeune entreprise peut se permettre cela aujourd'hui? J'aurais bien aimé entendre nos participants s'ils peuvent nous donner leur avis après. Yolande. Justement, merci Clément. Justement, il y a Loïc, Kenji et Modeste Kwasi qui ont toujours la main levée. Loïc, si vous êtes là, voilà, nous vous écoutons. Et si Loïc n'est pas là, eh ben, Modeste a pris la main. Donc, alors, désolé, c'était une grosse manipulation. Je vais rabaisser la main. Toutes mes excuses. OK. Donc là, on a Modeste Kwasi. Oui, Modeste, on t'écoute. Ou bien c'est... Bonsoir. Bonsoir. Toi, Modeste. Bon, je suis... Le boss. Pris en retard, vous avez déjà parlé du rebranding. Je ne vais pas revenir dessus. Je suis avec mes collaborateurs dont on suivait depuis la séance. C'est sûr que tu veux revenir sur Move. Oui. Le grand débat de tous les jours sur le Bénin. Olga est là, donc je ne vais pas revenir. Modeste est le fan de Move. Donc, en fait, pendant le rebranding, je n'étais pas l'agence. Donc,
Sur le rebranding de Move, je ne pourrais pas dire. D'accord, d'accord. Il dit que pendant le rebranding, il n'était pas l'agence, il n'était pas encore l'agence. Donc, il ne peut pas se prononcer. Ce n'est pas lui la faute. Tu t'es décidé. C'est pas que il n'y a pas de faute. Hein. Effectivement, il n'y a pas de faute, justement. Bémol. Merci. Olga est là, donc je ne parle pas. Donc, je suis avec Jasmin et Sylvia. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir Odilon, bonsoir Yolande, bonsoir à tout le monde. C'est Jasmin. Bonsoir Jasmin. Ouais, merci pour le sujet qui est très intéressant et passionnant. Je vais dire à la fin. Et donc, ouais, sur le propos du débranding tout à l'heure, les deux intervenantes qui ont parlé juste avant, à juste titre d'ailleurs, disaient que donc, est-ce que les marques peu connues, les marques jeunes, peuvent prendre le risque d'aller vers le minimalisme qu'induit le débranding? Totalement pertinent, mais moi, par contre, j'aimerais apporter un input, si vous me permettez. En fait, avec l'expérience de marque, qu'une marque, même jeune, même naissante, peut faire vivre donc, à ses potentiels clients ou prospects, à son marché, et avec tout ce que nous permet aujourd'hui, la démultiplication formidable que nous permettent les réseaux sociaux, le digital, qui sont en termes de pourcentage, une plateforme vraiment très sollicitée aujourd'hui en matière d'interaction des marques avec leurs cibles. Je pense qu'en étant très innovant, une marque naissante sur le marché, grâce à l'expérience de marque, à sa stratégie de marque, peut quand même arriver à impacter tellement que sans forcément chercher à faire du surbranding, exister dans une démarche totalement minimaliste et donc être dans une démarche de débranding. Enfin, c'est du branding, débranding en même temps. Je ne sais pas comment le restituer. C'est-à-dire qu'ils viennent sur le marché, ils se font connaître, mais en restant dans cette démarche totalement minimaliste-là. Donc, il y a on va dire, cette petite exception qu'on peut apporter. Sinon, globalement, je suis totalement d'accord avec ce qui est. Tu veux prendre l'exemple de Michel Deguenon? Non, merci. on dit un peu flingueur aujourd'hui. Merci. On peut dire ça. Si vous voulez, Michel Deguenon, puisque vous en parlez, c'est une marque qui est plutôt jeune sur le marché au Bénin, une marque de vêtements et d'accessoires, de prêt-à-porter africain et d'accessoires. Et d'ailleurs, justement, si vous remarquez la nouvelle identité visuelle sur laquelle j'ai eu la chance de travailler avec ma jeune agence avant de rejoindre avec Modeste, eh bien, actuellement, il y a juste, on va dire, un graphique qui représente donc le M et le D, qui sont à peine lisibles d'ailleurs parce qu'on a été vraiment très épuré. Et puis, le nom de marque est juste en bas. Et donc, c'est une audace qu'une jeune marque peut se permettre si elle a une expérience de marque derrière qui est forte. Si tous les points de contact, que ce soit dans le cas de Michel Deguenon, que ce soit en showroom, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers la communication sur les médias classiques, etc., l'expérience de marque qu'elle met en branle peut faire qu'elle peut se permettre ça et toutefois quand même impacter. Donc, globalement, on est bien d'accord. Juste que je voulais ajouter ce petit input-là. Yolande, tu me permets d'intervenir ici? Oui, vas-y, Lauriane. Oui. Merci. Je n'ai pas retenu malheureusement le prénom de la personne qui vient de parler, mais Jasmin. Est-ce qu'on peut parler, et c'est vraiment une question ouverte, est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler de debranding? Si c'est une marque qui se lance et qui est de naissance minimaliste et qui a décidé d'opter pour un logo hyper épuré et tout, mais qu'elle s'est lancée comme ça, si j'ai bien compris ce que tu as dit, hein, est-ce qu'à ce moment-là, selon moi, on ne parle pas de debranding, c'est que c'est la marque qui est comme ça, c'est un logo qui est minimaliste, une marque qui est épurée, qui est adepte du less is more, mais à mon avis, à mon humble avis, on n'est pas en fait dans le concept de debranding. Puisque, selon ma compréhension, le debranding, c'est vraiment une marque qui a été lancée d'une certaine façon, qui est connue d'une certaine façon et qui a décidé de soit décomplexifier son logo, soit enlever carrément son nom. Donc, c'est une question intéressante. C'est un sujet intéressant. Ça permet justement de se poser la question, est-ce que selon vous, on est dans le cas du debranding? Donc ça, c'était le commentaire c'était ma remarque sur le commentaire de Jasmin. Pendant que j'ai la parole, je vais en profiter pour dire que selon moi, en fait, pour compléter sur les propos d'Olga, il y a des conditions sine qua non quand même pour faire un bon debranding. Donc, pour moi, il y a la maturité de la marque,
il y a aussi l'équité. Donc, il faut que ce soit clairement une marque qu'on connaît, qui est facilement reconnaissable, et tout comme elle disait. Il faut que ce soit une marque qu'on continue, enfin, pour laquelle, une marque à laquelle il reste facile d'identifier le service ou le bien qu'elle propose. Donc, non seulement il faut la connaître, mais il faut que quelqu'un qui n'était pas client avant et qui a un futur, enfin, potentiel client, sache en fait pourquoi la marque existe. À mon sens, donc ça, je pense on peut le mettre dans l'équité. Pour moi, c'est des conditions sine qua non pour que ça fonctionne. Et la troisième condition, qui est peut-être un peu moins importante, ce serait aussi que la marque opère dans une industrie qui est de-branding friendly. Donc, aujourd'hui, est-ce que Ecobank est capable de débrander, alors qu'on a dit tout à l'heure justement que c'est des services financiers, voilà. Il faut que ce soit un environnement, des institutions qui opèrent dans le domaine financier peuvent débrander, mais est-ce qu'on dirait que le secteur est de-branding friendly? Je ne sais pas. Pour moi, ça compte aussi. Il va y avoir des secteurs où c'est beaucoup plus facile de débrander que d'autres. Voilà. Et mon dernier point, après ça, je promets, je ne parle plus. Mon dernier point, tout à l'heure, on était en train, j'avais commencé à expliquer les raisons de débrander. Il y en a une, je pense qu'on n'a pas évoquée, c'est les économies d'échelle. Parce que donc j'avais parlé de facilité de dupliquer tout le logo, mais en fait aujourd'hui, surtout quand on prend des multinationales ou en tout cas des entreprises qui veulent s'exporter, ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un logo que tu n'as pas besoin d'adapter pour tel ou tel marché parce qu'il y a des contraintes de langue, je ne sais quoi. Aujourd'hui, quand on prend certaines marques, quand tu payes ton créa pour faire ta strat, en fait, ça passe quel que soit le marché sur lequel tu es. Si tu dois produire, je ne sais pas moi, par exemple, des goodies, tu peux avoir un producteur qui va te produire simplement le truc en milliers d'exemplaires pour servir tous tes marchés, parce que tu n'as pas besoin en fait de changer selon que tu te trouves au Canada qui veut absolument parler français ou en chinois, enfin voilà. Donc voilà, c'était les petits points seulement d'éclaircissement que je voulais apporter sur la question. Et je me tais. On est là pour parler. Merci Oriane. Je ne sais pas si Jasmin est là et s'il veut apporter quelque chose parce que dans mon souvenir, je pense que Michel Deguenon, au début, c'était écrit entièrement Michel Deguenon. Donc, quand la marque est née, elle est née avec Michel Deguenon et à un moment, c'est devenu MD. Ah, d'accord. Comme je ne connais pas cette marque. Je pense. Jasmin, est-ce que tu es là? Est-ce que ce que je dis est juste? Non, c'est assez proche de la réalité. D'abord, je remercie l'avis précédent qui est totalement pertinent. D'ailleurs, si vous voulez étymologiquement, débranding, c'est que le branding existait déjà et on l'enlève. Donc, il n'y a pas de discussion sur le sujet, sur ce point-là. Et donc, si on prend l'exemple du cas Michel Deguenon dont nous parlons, en fait, elle existait sur le marché déjà. Donc, nous sommes totalement dans le cas du débranding. C'est-à-dire qu'elle existait sur le marché, mais c'est que ce n'est pas une marque. La preuve, c'est que vous ne la connaissez pas, la marque. Et pourtant, bon, elle commence à avoir de la notoriété au Bénin, c'est une notoriété. Mais je ne suis pas au Bénin. Oriane est en Côte d'Ivoire, en fait. Oriane est en Côte d'Ivoire. Peut-être pour ça. Peut-être que c'est très connu au Bénin, mais je ne suis pas au Bénin. Non, j'ai bien compris. Donc, c'est pour dire qu'une marque jeune qui n'est pas forcément de l'amplitude de Nike, de EcoBank ou de Starbucks peut se permettre ça, puisque de toute manière, si vous voulez, dans l'ère du temps, ce phénomène du minimalisme, et ça vient, c'est un bien psychologique commun au monde entier, si vous voulez. Nous sommes... je ne sais pas comment dire ça autrement que de dire de la paresse visuelle. Nous voyons tellement de choses aujourd'hui que pour capter le cerveau humain, il faut aller simple et direct, straight to the point, sinon ça ne passe pas. Et donc, ça fait que justement, ça a de l'influence sur tout ce que nous créons aujourd'hui comme créants en général et même sur les identités graphiques des entités, des institutions, ça influe. Donc, le debranding, je l'entends, vous avez totalement raison. Juste que je disais que des marques jeunes peuvent se le permettre et il suffit juste d'avoir une bonne stratégie de marque et de savoir l'implémenter de la manière juste. Donc, c'était ça le point. Donc, on est bien alignés. Merci beaucoup. Merci, Jasmin. Le temps file. Nous l'avons fait en tant qu'agent. Allô? Oui, Modeste. Oui, en tant qu'agence, on l'a fait. On était Genesis Studio. On est devenu G Studio et comme. En changeant de logo, de nom, tout ça, simplement. Merci.
Merci, Modeste. Et on va peut-être prendre Amedagbe, Amenuno, si il est toujours là. Et Yvan aussi est là. On va prendre les deux derniers intervenants et puis on va commencer à conclure parce que le temps nous rattrape. Ok, merci Yolande, merci aux panélistes de très grande qualité que j'écoute depuis tout à l'heure. Moi, c'est Prudence Amélignon. Je suis consultant en marketing et communication. Je suis propriétaire de DKM, qui est une entreprise spécialisée dans la communication. Je suis également actionnaire à CNP Partners, qui fait du hors-média, surtout de l'event. Pour Move, si vous permettez, j'ai un peu fouiné parce que, bon, Move a demeuré jusqu'à aujourd'hui un gros débat en termes de communication, surtout dans le secteur des télécoms où il y a un certain niveau, une certaine vitesse vu la concurrence. Je me suis approché, je crois que le concept de Move Africa, il est assez bon. Mais comme tous les intervenants l'ont dit, il y a dans l'implémentation quelques erreurs. Parce que derrière Move Africa, c'est un esprit d'identité. C'est d'ailleurs pour ça, vous allez remarquer, la première année, Move a sponsorisé tout ce qui était événements d'identité culturelle au Bénin. Novicha, la fête de Gleroué, Wemekwe et autres, ils ont essayé de se positionner là-dessus. Je crois que c'est la stratégie de mise en œuvre qui a pris un coup, comme on l'a toujours observé avec Move, et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure avec Cotonou Barbecue. Mais je crois qu'ils ont un très bon concept derrière ce rebranding. Merci. Je pense que ce serait intéressant. On a prévu un cas pratique pour le debranding aussi. Je pense qu'Odilon peut le projeter. Oui. On en discute un tout petit peu. Olga. Oui. S'il te plaît. Bon, même si tu es là, je vais dire un mot sur le rebranding de Move. En fait, si c'est possible. J'ai failli te répondre en mode camerounaise, mais je vais te laisser. J'allais te parler en mode ivoirien. Il y a ma compatriote là dans les parages. Il va. Modeste. En fait, sur le rebranding de Move, je suis d'accord. Bon, je n'ai pas suivi le début, malheureusement, mais j'ose pas que tout le monde a dit que c'est le cas. C'est le cas qui est le pas bon, quoi. Mais le rebranding de Move a été imposé. Pourquoi? Parce qu'ils ont racheté plusieurs sociétés dans plusieurs pays, plusieurs télécoms. Donc, ils avaient une date butoir je crois, au Tchad, où ils devaient obligatoirement rebrander avant la fin de l'année. Donc, du moment où ils ont racheté Tigo Tchad, ils ne pouvaient pas garder, ils avaient une date butoir pour utiliser le nom Tigo Tchad. Ils avaient l'obligation de rebrander. Mais s'ils rebrandent au Tchad, ils ne peuvent pas appeler Tigo Tchad Maroc Télécom. Ça ne présente pas bien. Donc, ils ont fait une enquête, ils ont fait des études qui leur demandaient d'aller sur Move. Et il y a un souci sur le naming Move parce que l'actionnaire majoritaire qui a vendu, il y a plein de choses. Donc, il fallait changer carrément le nom Move simplement pour devenir Move Tchad. Ils ont préféré aller sur Move Africa. Donc, c'est la précipitation, je pense bien, qui a créé tout ça. Sinon, le concept derrière était un bon concept, mais c'est la précipitation de Tigo Tchad qui a créé tout ce petit waha, quoi. Voilà. Bon, Olga, tu peux en profiter. Merci. Voilà.
Olga, tu veux ajouter quelque chose? Non, non, je voulais qu'on passe au cas pratique des brandings de MTN pour avancer, quoi. En fait, donc, bon, comme on a fait un cas pratique sur le rebranding, on voulait aussi un tout petit peu explorer un cas pratique des brandings. Donc, je pense qu'on est un peu resté dans l'univers telco. Donc, on a pris le cas pratique de MTN qui est en débranding depuis février. Donc, on a clairement vu aujourd'hui que, bon, principalement, les couleurs ont changé. Donc, ici, on est dans un débranding où on n'a pas enlevé le nom de l'entreprise. Les couleurs ont changé. Le logo est plus minimaliste, est plus affiné. Donc, comment on arrive dessus? Donc, MTN a fait une communication dessus. Donc, on a eu un communiqué de presse qui expliquait en fait donc, que l'entreprise aujourd'hui était en train de passer d'une entreprise de télécommunication à une entreprise technologique / digitale. Ce qui est intéressant à savoir quand même, c'est que c'est une vision quand même, que on peut dire un chemin que MTN a engagé depuis, on va dire, 2018. Donc, depuis 2018, on voit clairement qu'il y a une évolution sur la stratégie de MTN qui se veut beaucoup plus technologique, beaucoup plus digitale. Et ça, c'est des choses qui se déclinent dans la plupart des activités de MTN. Donc, que ce soit sur les produits et services, on a vu l'introduction de plusieurs produits, de plusieurs produits digitaux, donc comme Yellow Vidéo, des vidéos à la demande. On a vu, ça se ressent aussi, même dans l'expérience client, donc même dans le service client, où aujourd'hui c'est dématérialisé, c'est énormément dématérialisé. Donc, on voit du service client que ce soit via WhatsApp, via Facebook. Donc, l'idée, c'est de vraiment réduire le passage, en fait, en agence. Et même dans la partie RSE aussi, ça s'est vu, en fait, que ce soit sur les formations qui étaient faites, sur les dons qui étaient faits. C'était toujours c'était toujours tout ce qui était ordinateur. C'était des formations sur comment upgrade son niveau sur Word, sur Excel. Donc, tout ce qui était en fait allait dans le sens du digital. Et quand on regarde même le slogan de MTN, la vision d'en faire bénéficier à chacun, c'est apporter à chacun les bénéfices d'un monde connecté. Donc, dans la vision même déjà, l'aspect digital y était. Je pense que la cerise sur le gâteau a vraiment, c'est relatif, ça a été le Covid, où on a clairement vu qu'aujourd'hui, le digital, plus que jamais, est nécessaire. Donc, MTN était déjà dans cette lancée depuis 2018. Donc, pour moi, en fait, ce logo, c'est juste, en fait, c'est vraiment la finalité de quelque chose qui a déjà été entamé depuis très longtemps et qui aujourd'hui se manifeste même dans les infrastructures. On voit qu'aujourd'hui, il y a la 5G qui a été lancée en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud et sur certains marchés de MTN. Donc, aujourd'hui, le logo, donc la promesse qu'ils émettent derrière, la promesse que MTN émet derrière via ce logo-là, clairement, les actions suivent. Les actions suivent. Et si on regarde aujourd'hui donc comment ils ont communiqué dessus, c'est donc via la campagne. Je pense que tout le monde l'a un peu vu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, il y a été une campagne groupe 360 sur plusieurs canaux. Maintenant, pour moi, là où le bas blesse une fois de plus, après, c'est une question ouverte, on a vu beaucoup de réactions sur la toile, en fait, où les gens ne comprenaient pas qu'une aussi grande marque que MTN adopte un logo aussi minimaliste.
on ne comprend pas pourquoi tout le grand MTN a un logo aussi simplet, en fait. Donc, la question peut-être qu'on doit se poser, c'est oui pour le minimalisme, mais est-ce qu'aujourd'hui, le client en face est réellement prêt à avoir ce type de logo, ou est-ce qu'il y a eu un manque de communication côté RP sur expliquer aux stakeholders plus en profondeur, que ce soit spécialement au niveau local, pourquoi ce changement, et voilà les proof points de ce changement, et le répéter de façon continuelle. Il y a cet aspect-là où est-ce que réellement, donc aussi, le client est prêt à recevoir ce type de logo minimaliste. Et d'un autre côté, là, je m'adresse aux agences qui sont sur le col. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, vous pensez qu'en Afrique francophone, vous avez la possibilité de pouvoir vendre ce type de logo à vos clients, je vais dire logo, charte graphique, à vos clients aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont adhérer? Est-ce que vous avez les arguments suffisants pour les convaincre? Donc, il y a ces deux volets qui sont, je pense, cruciaux à explorer. Merci Donc, beaucoup, Olga. Donc, merci. oui, avec tes questions ouvertes, nous allons voir s'il y a des participants qui ont envie d'intervenir, de partager leur point de vue. Il n'y a pas de main levée. Si, 3, où sont-ils? Je vois 3 mains levées. Non, je vois pas les... Alors, est-ce qu'il y a des gens en ligne qui veulent intervenir? Oui. OK. Donc, vous avez la parole. Alors, je veux parler du branding. Comme je disais, c'est comme le rebranding. Tout part de la vision, tout part de la stratégie impulsée par le top management, de sa volonté. Parlant du cas du rebranding, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est simplifier un logo afin qu'il soit adaptable à tous les supports qu'on veut utiliser. On a parlé tout à l'heure pour le cas de MTN, sa volonté, sa détermination à interagir sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, de digital, tous ces consorts. Donc, il fallait concevoir un logo qui ne soit pas modifiable et qui ne soit pas un logo qui ne soit pas dérangeant. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont un peu débrandé pour partir, pour lessiver un peu tout ce qui est coloris, rouge, bleu, blanc, jaune, pour rester sur du noir et du blanc et du noir et du jaune à la Batman, on va dire ça comme ça. Qui ne connaît pas Batman? Il y a en fait du blanc, du noir et du jaune. Il y a 3 couleurs. Voilà. C'est ça, c'est vrai. Tu as raison. Et qui ne connaît pas Batman? Donc, on connaît Batman avec du noir, du jaune et du blanc aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est juste apporter un truc nouveau, apporter une vision, un truc simplifié. On parlait aussi de ça, c'est le cas de MTN. Pour d'autres marques, on a parlé de branding. On a vu, ça peut se faire aussi avec des entreprises naissantes qui ont des startups qui se lancent au bout dans leur phase d'expansion, à un moment donné, se rendent compte que elles ne peuvent pas tenir avec un certain nombre de produits ou bien d'activités qui sont inculquées par le logo ou bien la marque. Donc, elles sont obligées, ces startups-là, de débrander pour pouvoir communiquer aussi et dire, voilà, on s'est séparé de tel produit, on s'est séparé de tel autre. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu à la Coca-Cola, un peu quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, le rebranding, il faut savoir aussi que ça demande beaucoup d'efforts au niveau du marketing, au niveau de la communication, pour pouvoir aussi marteler l'esprit du consommateur qu'on est présent. C'est toujours nous, c'est nous qui sommes toujours là. Donc, voici ce qui nous a poussé à changer, à débrander, à passer ce cap-ci. Donc, il faut toujours évoquer les raisons parce que je pense que un consommateur se sent plus à l'aise dans un produit lorsqu'il y a, comme disent les Américains, le storytelling. C'est-à-dire, s'il y a une histoire derrière un rebranding ou un rebranding, le consommateur, il peut s'approprier cette histoire-là pour s'attacher davantage au produit et s'identifier à ce produit-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire dans tout. Toutes les actions sont bonnes, mais tout est part de la stratégie
commercial, la vision du top management. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut reconquérir les clients? Parce que c'est l'essentiel. Comment on veut faire du chiffre d'affaires? C'est ça le nœud du problème. Comment on veut faire du chiffre d'affaires? Quels sont les moyens qu'on a quand on dit brand aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme moyen pour débrander et pour reconquérir davantage le client? Quel est l'impact? On a parlé tout à l'heure avec, j'ai oublié le prénom, les mesures. Il faut toujours les KPI pour voir. Il faut une enquête de satisfaction pour évaluer. Donc, ça dit, et pouvoir maintenant s'adapter. Ce n'est pas changer tout de suite, mais c'est pouvoir demeurer sur le marché et planifier, préparer le changement qui est à venir. Parce que le changement, il est structurel, c'est le changement par les hommes, c'est le changement de la technologie. Donc, il faut consolider tous ces 3 valeurs du changement-là pour pouvoir impacter le consommateur et générer davantage de bénéfices. Donc, voilà. Merci. Allô? Merci pour cette intervention qui reprend en quelques grandes lignes de sujets déjà qu'on a abordés. Je vais lire quelques interventions ici. J'ai Achille Ounio qui demande « Est-ce qu'on ne peut pas parler de éco-branding aussi ?» C'est dans l'air du temps. On va rapidement répondre à Achille et Odilon. Oui? Il y a quelqu'un qui parlait. Non, il disait que c'était de ça qu'il voulait parler. Voilà, donc éco-branding, c'est dans l'air du temps. C'était le logo de MTN respecte vraiment l'éco-branding. Aujourd'hui, s'ils veulent faire une impression, ils n'auront pas besoin de chercher beaucoup de ils n'auront pas besoin de chercher beaucoup de couleurs. Ils n'auront pas, franchement, bon, même s'ils sont ils sont. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, Modeste. Oui, on t'entend. Ils ont fait fort, ils ont réussi. Pour être honnête, ils ont réussi ça. Ils ont vraiment réussi ça. L'éco-branding. Ok, super. Je ne sais pas si les interventions, les intervenants ont quelque chose à dire sur... donner la... J'ai vu qu'il y a Edith qui a la main levée, qui est l'agence de MTN. Je pense qu'elle va avoir un input. Ah, d'accord. Edith, on va lui permettre de... Je crois qu'elle a un souci. Ok, c'est bon. Edith, c'est bon, tu peux parler. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, nous t'entendons. Bonsoir tout le monde. En fait, je voulais juste apporter, Modeste, si c'est très gentil de ta part, parce que tu as dit ce que je voulais dire, on a réussi ça, mais c'était aussi dans l'esprit vraiment de coller, la modernisation du logo, c'était aussi dans l'esprit de coller avec la vision même de la marque qui est de connecter le maximum de personnes et tout. Et pour comment connecter le maximum de personnes, c'est à partir du digital aujourd'hui et tout. Et les tendances, quand on regarde des grandes marques comme Gucci et Louis Vuitton, etc., on se rend compte que toutes ces marques-là, qui sont très attractives et tout, elles ont envie de communiquer avec des gens. Et elles simplifient au maximum leur visuel, du moins leur identité visuelle, pour mettre l'accent sur les consommateurs et la façon dont on consomme leurs produits. Et tout. Donc, c'est quelque chose qui va de soi, quoi. C'est la tendance actuelle et ça prouve que MTN est vachement moderne en prenant ce parti pris-là. C'est ce que je voulais rajouter et tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Olga, il n'y a aucune hésitation de notre part à avoir et tout, parce qu'on a des exemples en tant qu'agence à montrer à nos clients qu'il y a effectivement un bénéfice à vouloir débrander et à vouloir simplifier au maximum l'identité de sa marque et tout, parce qu'il y a autre chose sur lequel on peut jouer. Quand on regarde Gucci avec son GG et tout, ils n'ont pas besoin de grand-chose, quoi. Ils n'ont pas besoin de couleurs, etc. et tout. Avec une symbolique GG ou Valentino, le client est pris. Parce qu'il y a autre chose derrière qui apporte de la valeur ajoutée à la relation que le client a avec la marque. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci, Edith. Nous allons prendre peut-être une dernière intervention et après, on va conclure avec le mot de la fin de chaque panéliste et Odilon aussi. Et puis, on va peut-être organiser un rebranding bis
Peut-être la question de Jean-Christophe Bobda, je ne sais pas si tu l'avais. Est-ce qu'une marque dont le chiffre d'affaires est en pleine croissance de chiffres et une santé de marque meilleure que ses compétiteurs directs peut envisager un rebranding? Si oui, quels critères sur quels critères elle sera par la suite évaluée? Donc, tout va bien, apparemment, mais est-ce qu'elle peut envisager un rebranding? Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un critère d'évaluation vraiment pertinent? Ah, mais je vois Olga. Oui, je lui ai répondu en fait. Ah, d'accord, super. Je pense que oui et non, déjà. Non, parce que, bon, pour moi, le rebranding reste réellement une décision très, très stratégique. C'est vraiment quelque chose de très stratégique qui est décidé par le top management. C'est pas, par exemple, le brand qui va s'asseoir seul et qui va penser qu'aujourd'hui, on doit rebrander. Je pense que ça va plus loin que ça. Je parle sous le contrôle peut-être de Clémence, qui a eu un rebranding très stratégique avec Prudential, où il y a deux mastodontes qui ont carrément fusionné. Tu vois? Donc, moi, je pense que BeLife fonctionnait. BeLife fonctionnait au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Mais le besoin de fusionner est venu d'un besoin aussi de monter en termes de classement. Voilà. Donc, de grandir en termes de taille aussi. Ça peut venir d'un besoin de vouloir toucher un autre segment, même si ça fonctionne. Donc, j'ai pris l'exemple de Hugo Boss ou de Logitech. Hugo Boss a séparé Hugo et Boss en fonction des âges. Donc, ça peut être oui et non. Et je pense qu'à un moment, les indicateurs, si on le fait, vont être plus des indicateurs quand même. Ça va être qualitatif et quantitatif. Il faudra réellement voir si en termes si en termes de chiffre d'affaires, ça valait vraiment le coup. OK, merci. Donc, je crois que, Yolande, on a fini avec les interventions et les questions. Merci Odilon, merci Oriane, Olga, Clémence. Merci à tous les participants. Donc, nous arrivons à la fin. C'était passionnant. Le temps ne nous suffit pas. On aurait aimé rester et en dire encore plus et plus. Mais voilà, il faut passer à autre chose pour pouvoir revenir demain. Nos panélistes vont conclure chacune à son tour. Je vais commencer par celle que je vois en premier en image, Olga. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce débat passionnant? Alors, ce que je pense qu'il faut retenir en me plongeant plus en profondeur, c'est que je pense qu'il faut déjà retenir que quand on va sur du rebranding de façon générale, de un, il faut respecter certaines étapes qui sont cruciales. Je pense que le process est important. Et dans le process, on trouve le pourquoi. Je pense que c'est important de... j'ai perdu mes mots. Pardon, j'ai des choses qui apparaissent sur mon écran. Je pense que c'est important de regarder tout ce qui est process et surtout, ça va plus loin que le simple changement ce n'est pas que des couleurs qui changent. Ce n'est pas simplement que des couleurs. Pour moi, il y a une promesse derrière aussi. Il y a une certaine logique qui est derrière une stratégie, une vision, en fait. Et je pense qu'il est important de communiquer cette vision, en fait, aux différents stakeholders. Que la population puisse comprendre pourquoi la marque le fait, où est-ce que la marque va, et que la marque ait des proof points et que ce soit répétitif, qu'on comprenne pourquoi c'est fait. Donc, s'il fallait retenir quelque chose, ce serait ce point-là, ce serait l'adhésion en interne qui est très important. Donc, le process, l'adhésion en interne et surtout la cohérence. La cohérence sur la vision.
Merci, Voilà. Olga. Je vois que Oriane nous est revenue. Alors, Oriane, ton mot pour conclure? Moi, je vais juste reprendre le mot qu'un des intervenants a utilisé, c'est storytelling. Je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on retienne. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de cet échange enrichissant. Parce que storytelling, ça reprend tous les éléments que je ne vais pas répéter, que Olga a déjà dit. Donc, ça comprend le why et comment est-ce qu'on l'amène. Donc, voilà, il a tellement bien expliqué. Je voulais applaudir, je cherchais comment on met les cœurs, bon, je n'ai pas trouvé. Mais c'est vraiment ça, storytelling, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis, peut-être quand même KPIs. Oui. Il faut pouvoir mesurer l'impact après. C'est important. Merci, Oriane. Et Clémence, la parole est à toi. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet échange? Merci beaucoup. Merci pour tout. Je dirais que moi, en conclusion, pour conclure, j'irai toujours sur Simon Sinek. Tout part du why, du how et du what. Le why, c'est le purpose. Pourquoi nous le faisons? C'est très, très important. Donc, tout dépend de la stratégie, la vision, où est-ce que nous voudrons aller. Donc, et c'est des décisions du top management. Donc, et ça a un impact sur le positionnement de la marque, sur le chiffre d'affaires. Donc, je ne vais pas redire ce que mes prédécesseurs ont dit. Et ce qui est important aussi, c'est le storytelling. Si nous prenons par exemple la marque Hermès, Hermès nous raconte une histoire de ses celliers. Donc, aujourd'hui, on veut aller sur du less is more, mais derrière, quelle histoire nous racontons? Est-ce que nos consommateurs arrivent à s'identifier à cette histoire? C'est très important. Merci beaucoup, merci. C'est un plaisir d'avoir participé à ce panel. Merci. C'est un plaisir de partager. Merci beaucoup, Yolande. Merci à tout le monde. Merci à vous. Odilon va prendre la parole pour dire le mot de la fin, cher leader. Ok, merci beaucoup. Merci déjà à toutes les panélistes. Merci à Oriane, merci à Clémence, merci à Olga et merci à Yolande pour l'exercice assez, assez soutenu, voilà, donc dans ce talk. Je remercie également tous les intervenants, ceux qui ont fait des contributions. Donc, on a senti vraiment une analyse de nos marques. On n'a pas parlé que de Starbucks. On a parlé de Move, qui est sur plusieurs marchés, hein, nos différents marchés, les 3 marchés d'ailleurs. C'était un très bon cas que Olga a pris. MTN n'est pas au Togo, mais je crois que le cas de Move, vraiment, c'est intéressant. Le cas de Prudential, je pense que c'est essentiellement quelque chose qui nous a apporté du nouveau, donc qui donne un aspect du rebranding pour une marque chez qui tout va bien, mais qui a fait, et avec des CSAT, donc des indicateurs, une mesure de l'expérience client de retour d'expérience. Le CSAT avait certainement toutes les actions qui sont dans le pipe pour corriger les itérations et l'expérience délivrée. Il y a Jasmin qui a donné des contributions sur les petites marques. Michel Deguenon, beaucoup se plaignent, on ne parle que des grandes marques dans nos talks. Mais voilà, on a parlé de Michel Deguenon. Tout le monde ne connaît pas, mais aujourd'hui, tout le monde connaît. Et je suis sûr que quelques personnes qui ont connu, qui ont participé au talk, qui ne connaissaient pas, vont faire peut-être une recherche dessus pour voir cette petite marque qui a rebrandé, oui, certainement. Et comme Jasmin l'a dit, c'est très professionnel, c'est pour délivrer une expérience. À la fin, c'est pour délivrer une expérience. Et il a parlé de tous les canaux de contact. Il a parlé du digital, du store, etc. Il a parlé de tout ça. Donc, c'est tellement enrichissant. Et les questions de Jean-Christophe, de Crément. Merci. L'intervention du Sénégalais, Seydine, qui aussi nous donne la méthode ABC pour le rebranding. C'est encore un plus. Et je dis merci à tout le monde. Et c'est ça la dynamique et c'est ça la richesse du club marketing, pouvoir faire intervenir vraiment les leaders de plusieurs pays. Et certainement, on va se retrouver à Sydney bientôt sous la conduite de Oriane. Tout le monde sera invité, ou à Gorée chez, je vous annonce, je ne sais pas si vous le connaissez, Gilles Akoui, qui est quand même quelqu'un de très bien dans le marketing et aussi commercial à la vente, qui est à Londres, qui nous invite, qui m'a dit
simplement qui nous invite à Gorée et qu'on va préparer ça. Ce thème est intéressant et je crois que c'est une aventure qui se poursuit. Et comme je vous l'ai annoncé, on est en train d'ouvrir également le Sénégal avec l'aide de Seydi. Je crois qu'on a commencé à rencontrer quelques leaders pour les mettre ensemble pour continuer tout cette expérience qui se vit dans le bloc. Je dis merci à tout le monde. Prochaine fois, on aura encore des talks assez enrichissants. Merci à tous ceux qui ont intervenu. Edith, Ndoumbe, merci beaucoup. Et à la prochaine. J. Shafa, merci et à la prochaine. Merci Ray, merci beaucoup. Ciao.